Nous sommes rue de Montmusard à Dijon. Nous allons effectuer un petit parcours de 4 km et demi qui s'intitule le circuit Alain Houdaille. Ce circuit se situe à Dijon-Grésille, au nord-est de la ville. Le circuit est tracé par un topoguide de la Fédération française de la randonnée pédestre, Dijon Métropole à pied. Ce circuit est qualifié de surprenant au milieu d'équipements sportifs, espaces verts, monuments commémoratifs, pavillons individuels, grands ensembles. Ce n'est certes pas là le Dijon touristique, le Dijon spectaculaire, mais je compte le voir demain et après-demain, alors qu'il fera un soleil éclatant. Aujourd'hui, il fait soleil, mais le temps est plus incertain. Au début, une curiosité, Latitude 21 à la Maison de l'Architecture et de l'Environnement de Dijon Métropole. C'est ici un lieu d'exposition et d'animation pédagogique sur le thème de l'écologie. Le quartier Montmusard est en effet un éco-quartier. Et le bâtiment Latitude 21, 21 pour la Côte d'Or, a été conçu pour consommer 4 à 5 fois moins d'énergie qu'un bâtiment classique. Derrière le bâtiment Latitude 21 se trouve le jardin du Mont des Muses. Ce jardin est un espace de biodiversité. Je vois qu'on y cultive des plantes médicinales. J'ai vu de l'origan là-bas. À propos de houblon, j'ai lu qu'après la guerre de 1870-1871, il y a eu beaucoup de houblon plantés en Bourgogne. En effet, jusqu'à ce que l'Alsace soit annexée par l'Allemagne, les champs de houblon se trouvaient précisément dans la plaine d'Alsace. Les cultures se sont donc repliées en Bourgogne après l'annexion. Quittons l'écoquartier Montmusard et entamons notre circuit. Le groupe scolaire Montmusard, où l'on aime la couleur. Un peu plus loin, nous allons voir le mémorial de la France libre. Le mémorial en question. Nous parvenons sur la place Gaston Gérard. De la place, on se rend mieux compte qu'il s'agit du monument commémoratif de la France libre. Le débouché de la rue Montmusard. Il y a là-bas un autre mémorial. Le vieux Dijon dans l'axe de la rue Montmusard. L'une des 2 lignes de tram. Ce monument est dédié aux Côte-d'Oriens français morts lors des guerres d'Indochine et de Corée. À l'autre bout de la place, il y a un autre monument commémoratif, celui-là pour les combattants d'Afrique du Nord. Engageons-nous dans le boulevard Trimolet. Sur la droite s'offre à nous la rue du Maréchal Lyotet.
À ce sujet, il me vient en mémoire un mot graveleux de Clémenceau concernant Lyautey. Clémenceau était le spécialiste des jeux de mots grivois. Ayez la gentillesse de faire sortir les enfants, qu'ils n'entendent pas ça, c'est terrible. Or donc, ce n'était pas un mystère que le maréchal Lyautey était homosexuel. Et par ailleurs, à la guerre, il avait montré un grand courage. Ce qui avait fait dire à Clémenceau: il a des couilles au cul, Lyautey. Le problème, c'est que souvent, ce ne sont pas les siennes. Excusez-moi de vous avoir raconté cette petite histoire grasse, je n'ai pas pu résister. Dans ce même registre de grivoiserie, Clémenceau avait dit du président de la République havrais, Félix Faure, qui était mort dans les bras d'une prostituée, à Félix Faure, il a voulu devenir César et il est mort Pompée. Clémenceau n'aimait pas du tout Félix Faure. En apprenant sa mort, il a émis un autre jeu de mots moins libidineux, celui-là. En entrant dans le néant, il a dû se sentir chez lui. Ce qui n'était pas tout à fait juste, puisque Félix Faure a contribué à l'alliance franco-russe, qui nous a tout de même été utile pour contrer l'Allemagne en 1914. On emprunte la rue Antoinette Coiré. Il faut avouer que cette ouvrière poétesse du XIXe siècle est un peu tombée dans l'oubli. Au fond, c'est l'avenue Raymond Poincaré qui était président de la République au moment de la Grande Guerre. Un peu plus tard, ses adversaires politiques avaient eu un mot cruel à son égard. On avait parlé de lui comme de l'homme qui rit dans les cimetières. L'avenue Raymond Poincaré nous emmène sur la droite au rond-point du 8 mai, ce qui est tout à fait illogique, puisque le 8 mai 1945, c'est en rapport avec la Seconde Guerre mondiale. Sur le terre-plein central, superbe grappe d'euphorbes. Oui, il vaut mieux réserver la visite du merveilleux et magique centre-ville de Dijon à un jour où il y aura grand soleil, dans les jours à venir. L'arrivée au rond-point du 8 mai. Sur cette place se trouve un autre monument commémoratif, un mémorial aux fusillés de la Seconde Guerre mondiale. Je ne vois pas le mémorial à première vue. Cherchons. J'ai franchi la moitié du rond-point du 8 mai. Et je me trouve devant le square des fusillés, avec le mémorial dont je vous parlais. La stèle ici est à la mémoire du préfet Jean Moulin, grande figure de la résistance française, mort en déportation en 1943. Il avait été haut fonctionnaire de la Troisième République, il était préfet d'Eure-et-Loir à Chartres, et il a été le chef de la résistance. Quand je dis qu'il est mort en déportation, en réalité il avait été torturé donc en France et ensuite il avait été placé dans un train. Il serait donc mort en Lorraine annexé dans un convoi justement qui le déportait vers l'Allemagne. Il n'a pas atteint les camps de concentration. La stèle à la mémoire de Jean Moulin est associé à un espace qui concerne 126 fusillés de la résistance.
triste endroit. De l'autre côté de la place se trouve la médiathèque Champollion. C'est de ce côté que se poursuit le trajet. Par ici. Il y en a quand même qui en ont dans la caboche. Savoir déchiffrer les hiéroglyphes, ça n'est quand même pas donné au premier venu. Empruntons cette allée. On franchit la rue Camille Claudel. Très curieux. On se trouve à présent dans la rue Théodore Monod. Sur la droite, l'allée Sophie Germain permet de passer entre les immeubles, vers l'avenue Champollion. Après être ressorti du groupe d'immeubles, on arrive avenue Champollion. La balade se poursuit tout droit par la promenade de la Redoute. Ce petit crochet n'était pas très intéressant, faut l'avouer. On aurait mieux fait de prendre directement l'avenue Champollion. Par la promenade de la Redoute, on s'approche du parc des Grésilles. Ces quartiers ne sont résolument pas très touristiques, même s'il y a de l'art moderne. Nous allons attraper bientôt la rue Castelnau. Fin de la promenade de la Redoute. Nous sommes parvenus sur la rue du Général de Castelnau, qui vainquit les Allemands en septembre 1914 sur le Grand Couronné, épargnant ainsi à Nancy l'occupation allemande. On remonte la rue de Castelnau vers le parc de Dijon-Grésille. Le parc des Grésilles est en vue. On doit pouvoir pénétrer par ici. Une belle collection d'adjugats pour orner la pelouse. Mes yeux m'ont trahi de loin, ce sont des muscaries. Je dois avouer que le circuit Alain Houdaille manque un peu de charme à mes yeux. Et en plus, sans soleil, bof bof. Qui plus est, il commence à pleuvoir. Gagnons vite fait la sortie. Ce petit chemin nous ramène avenue Champollion. L'avenue, alors que la grêle tombe abondamment. Cette promenade qui passe entre les immeubles est la promenade Toussaint l'Ouverture. Le boulevard Champollion. J'attends comme je peux, abrité, que l'on dépasse. Cette halle de la place Galilée m'a permis de m'abriter. À présent, remontons le boulevard Champollion. Le Dijon moderne.
Voici la promenade Toussaint, l'ouverture d'où je viens. Rue du Chanoine Vinceneux, je poursuis avenue Champollion. Et les espaces d'habitation d'aujourd'hui. C'est par ces escaliers que se poursuit la randonnée vers la rue Jean 23. Le vent s'est levé avec l'arrivée de la pluie et je suis frigorifié. Une accalmie. La rue Jean 23 va me permettre de gagner l'église Sainte-Bernadette, première église construite en France selon les normes de Vatican II, une église très moderne. Voici les bâtiments de la fameuse église en question. Je tourne autour de l'église, je voudrais vous montrer le clocher, ça vaut vraiment la peine d'être vu. Avouez que c'est bizarre, moi ça me ferait penser un peu à Bali. Il faut quand même admettre que c'est là une bien curieuse église. Elle a tout de même l'avantage qu'on peut s'y abriter. Sainte Bernadette va-t-elle pousser le miracle jusqu'à ce que l'église soit ouverte ou même faire revenir le beau temps? Le miracle s'arrête à la porte de l'église Sainte Bernadette qui reste désespérément fermée. De toute évidence, cette sainte ne possède pas le don d'ubiquité. Elle a dû mettre un pied dans la grotte et m'a complètement oublié. Par une vitre, cependant, je vous donne un aperçu. Traversons en face le boulevard des Martyrs de la Résistance. Je pense qu'un bon café en fin de parcours me fera le plus grand bien. Non mais regardez, j'ai Mehdi sur Sainte Bernadette. Je sens des rayons de soleil qui arrivent. Je me méfie quand même d'un demi-miracle. J'ai rejoint le bout de la rue Jean 23. Et comme je l'ai dit, je traverse le boulevard des Martyrs de la Résistance. On s'engage dans la rue de l'astronome Camille Flammarion. Il a vécu très vieux, 1842-1925. C'est le coin des savants puisque sur la droite on entre dans le square Laplace. Ça ne vous dit rien, Laplace? Ce mathématicien normand, originaire de Beaumont-en-Auge, est le fondateur des statistiques. Beaumont-en-Auge, très beau petit village sur une butte que je vous encourage à aller voir si vous visitez la Normandie. Le square, à vrai dire, n'a pas beaucoup d'envergure, mais je crois que j'arrive au moment de l'apogée de sa beauté, parce que les arbres y sont en fleurs. Alléluia, merci Bernadette. J'allumerai un cierge en ton honneur, peut-être à la cathédrale Saint-Bénigne, tiens, que je dois aller visiter demain. Sortons du square Laplace pour gagner la rue du même nom.
De la rue Laplace, on aperçoit la côte, à l'ouest de Dijon. Sur la droite, on emprunte une rue qui porte le nom d'un autre savant, Lavoisier. Malgré ses immenses mérites, le grand chimiste a dû subir le couperet de la guillotine en 1794. Et comme il réclamait un délai pour terminer un mémoire de chimie, on lui a dit « La République n'a pas besoin de savants ». Nous entrons dans une zone pavillonnaire qui est tout de même plus agréable à l'œil que le quartier des Grésilles précédent. Sur le côté, le square Lavoisier. Ce sont de ces petits squares anodins qui pullulent à Dijon. Mais j'espère bien avoir le temps de voir le parc de la Colombière, qui est de toute autre ampleur. Un parc aménagé et pour lequel le prince de Condé a permis aux Dijonnais d'y accéder sans aucun problème, sans aucune barrière. Je poursuis dans la rue Lavoisier jusqu'à la rue Branly, un autre savant impliqué dans la TSF. Un magnolia. Je reviens sur mes pas car perdu dans mes anecdotes historiques et scientifiques, je ne me suis pas rendu compte que sur le plan je devais passer par le square Lavoisier pour rejoindre la rue Branly. Voilà, me voici revenu au niveau du fameux square en question. Lavoisier qui a étudié les combustions, l'oxygène. Voici la rue Branly, dont je vous parlais tout à l'heure. Au fond, c'est la rue Arago, encore un autre savant, qui, tout en étant savant, croyait que les trains ne pourraient jamais passer dans les tunnels et que les gens y seraient asphyxiés. C'est sur la gauche qu'on prend la rue Arago. On retrouve la rue Laplace sur la gauche qu'on franchit. À l'ouest de Dijon, il y a un village avec une église d'où l'on a un beau panorama sur la ville. Talent. J'ignore si c'est cette église, ce village. C'est en tout cas dans cette direction. On franchit la rue Camille Flammarion. L'astronome avait écrit un livre qui s'intitule « Après la mort ». Je n'ai pas pu me le procurer pour me documenter et me préparer. On poursuit sur la gauche, rue Appert. Il s'agit, dit la plaque, d'un inventeur, mais son nom ne m'évoque rien. Ça aurait été rue Ampère, j'aurais dit un spécialiste de l'électricité, mais rue Appert, non, ça ne me dit rien. On rejoint la rue d'Alembert, dont le nom est associé à l'encyclopédie. Rue Appert, d'où je viens. Rue d'Alembert, où je vais. D'Alembert était aussi mathématicien. Mon topo guide propose 37 promenades. Je serai loin d'avoir le temps de les faire toutes. D'autant que j'espère aussi aller à Beaune et peut-être à Châteauneuf-en-Auxois. Qu'à cela ne tienne, cela me donnera un prétexte pour revenir dans la capitale de la Bourgogne. La curieuse toiture de l'hôtel Campanile. On a rejoint la rue des Ribautés. Et face à nous, c'est le boulevard, l'avenue Raymond Poincaré de tout à l'heure.
Je franchis l'avenue. Nous allons revenir à notre point de départ par la rue Hugues III, qui était un duc de Bourgogne du XIIe siècle. Concernant les ducs de Bourgogne, grosso modo, on peut considérer qu'il y en a deux groupes. Au tout début, le roi de France, Hugues Capet, premier capétien, avait donné la terre de Bourgogne en apanage à l'un de ses fils. Il y eut ainsi, de la fin du Xe siècle au début du XIVe siècle, toute une première dynastie de ducs de Bourgogne. Il y a peut-être eu des hommes de valeur durant cette période, peut-être cet Hugues III dont on nous parle, mais toujours est-il que la grande histoire n'a pas conservé la mémoire essentiellement de ces premiers ducs de Bourgogne. Vers le début du XIVe siècle, l'extinction de la descendance mâle des ducs de Bourgogne fit que le duché revint dans les mains du royaume de France, du roi de France. C'est à ce moment-là qu'intervint une nouvelle dynastie beaucoup plus prestigieuse de ducs de Bourgogne. Le roi de France, Jean de Lebon, voulut récompenser son dernier fils, Philippe, qui s'était comporté héroïquement à l'âge de 15 ans à la bataille de Poitiers face aux Anglais. Il lui donna le duché de Bourgogne en 1363. Et Philippe devint le premier des grands ducs d'Occident, Philippe le Hardi. À Philippe le Hardi succédèrent Jean sans peur, Philippe le Bon et Charles le Téméraire, des noms beaucoup plus connus dans l'histoire de France. Mais je m'en tiens là pour le moment parce qu'il me semble qu'une description plus précise sera plus appropriée dans mon parcours historique dans le centre-ville de Dijon. Je repasse la rue du Maréchal Lyotet, le couillu Maréchal Lyotet comme disait Clémenceau, et je rattrape la rue de Montmusard par la rue Edgar Quinet. La plaque me rappelant que Edgar Quinet était à la fois, tenez-vous bien, philosophe, poète, historien et homme politique. Par une petite allée sur la gauche, nous allons passer à travers l'écoquartier. Et oui, le vert, c'est la couleur de l'écologie. Les bâtiments de l'écoquartier ne sont pas déplaisants à voir. Les appartements doivent être agréables. Mais bon, je ne suis pas là pour faire de la promotion immobilière. Je suis là pour voir et montrer. Oui, je crois qu'avec ce fichu temps incertain, j'ai bien fait de reporter à demain et après-demain ma découverte des pôles principaux d'intérêt de Dijon, que je verrai donc apparemment dans un soleil éclatant. La fin de la randonnée m'amène rue, ou plutôt allée Claude Guyot, qui ramène à la rue de Montmusard. Cette allée, il faut l'avouer, est bizarrement plantée d'arbres, un peu n'importe comment. L'heureuse initiative des boîtes à livres. On ne voyait pas ça dans le temps. Voici, c'est la fin d'une petite séquence dont l'intérêt touristique était évidemment secondaire. J'ai fait de mon mieux pour l'animer. Je vous promets, et j'espère d'autres séquences plus vivement touristiques que celle-ci. À très bientôt.